discussion d'une étude qui nous tient à cœur. On a été interrogé de nombreux clients et prospects en début d'année 2021, juste au sortir de ces nombreux confinements et du contexte Covid. Pour vous poser des questions justement sur comment vous faisiez face à vos problématiques de recrutement en urgence. Ce sont des problématiques qui sont de plus en plus actuelles et qui créent des tensions dans les organisations, puisque on va le voir, c'est une tendance qui se confirme, même un an après le Covid. Moi, je me présente, donc je suis Antoine, le responsable des offres de sourcing chez Pixid et des partenariats. Et donc, je suis accompagné aujourd'hui avec Nicolas. Donc, Nicolas de Sainte-Croix, pour faire rapidement mon parcours, plus de 20 ans dans les UCL RH, paie, gestion des temps et CRH. Depuis bientôt 4 ans chez Pixid et actuellement, je suis en poste, je m'occupe d'animer tous les partenaires au sein du pôle partenariat. Donc, rapidement, on va se présenter Pixid et Acton pour redonner un petit peu de contexte. Donc, Pixid, nous, on est un logiciel de recrutement créé en 2008. On fait aux alentours de 30 millions de chiffre d'affaires. On a à peu près 300 000 missions qui passent par jour sur la plateforme. Et donc, on aide 150 000 entreprises à recruter à travers la plateforme au quotidien. Donc, ça, c'est quand même une fierté depuis 2004. Et donc, on signe à peu près 150 millions de contrats par an. Donc, c'est souvent des contrats plutôt courts et flexibles, comme des contrats d'intérim ou des CDD. On a plusieurs offres, mais ce n'est pas le but aujourd'hui de vous les présenter, mais rapidement, donc on gère toute la partie administrative de gestion de l'intérim. On permet aussi aux entreprises, et donc on va le voir, de recruter, notamment en urgence à travers notre logiciel de recrutement. Et on permet aussi de digitaliser toute la relation avec la ressource, qui peut être un candidat, qui peut être un salarié interne, un salarié externe comme des CDD, ou des intérimaires, et on va de la partie donc administrative pré-embauche jusqu'au bulletin de paie. Acton est un cabinet de consultants qui aide les entreprises justement à améliorer les process RH. Et donc, voilà, on a fait cette étude en partenariat. Et donc, on va vous redonner un petit peu le contexte de l'étude. On a eu cette idée donc juste après le deuxième confinement, donc en fin 2020. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que déjà, on le voit, c'est assez visuel sur le graphe. Quand Emmanuel Macron a décidé du premier confinement le 17 mars 2020, il y a une chute drastique, et donc des embauches et donc des missions, et notamment d'intérim sur la plateforme. Donc, on a à peu près perdu 50% de nombre de missions. Le marché a baissé, lui, de 70%. Donc, les entreprises ont vraiment dû arrêter les sites de production, fermer les magasins. Donc, ça a été un vrai problème. Par contre, on voit très rapidement que l'activité a vite repris de manière assez régulière pour atteindre, en fait, au mois de mai, au moment où il y a eu la réouverture. En fait, on voit qu'on est pratiquement au même niveau que pré-confinement. Alors, c'est assez disparate entre secteurs d'activité, puisque bien évidemment, il y a des secteurs comme le BTP ou l'automobile qui ont complètement fermé. Et il y a d'autres secteurs comme le transport ou la logistique qui ont eux, par exemple, très très bien fonctionné pendant le confinement, justement dû aux besoins de livraison. Je pense qu'on a tous commandé des choses sur Amazon. Une particularité par rapport à cette reprise économique, c'est qu'on voit que la durée moyenne des missions a été réduite de moitié, ce qui veut dire que les entreprises, quand elles ont dû faire face à la reprise et donc à la réouverture des sites de production, des services, des magasins, elles avaient besoin de flexibilité et de recruter des gens, mais sur des plus courtes périodes, parce que du fait qu'on ne savait toujours pas si on allait avoir un deuxième confinement, puis un troisième confinement, on n'avait pas du tout encore de visibilité. Et donc, plus les missions sont courtes, également, ça
Ça veut dire que pour les RH et les opérationnels, ça demande 2 fois plus de travail puisqu'il faut à chaque fois, recruter, plus de personnes. On a mis à jour également les chiffres de 2021, donc la tendance, elle se confirme, hein. Le nombre de missions d'intérim continue d'augmenter sur la même période. Alors, on n'a plus la chute du premier confinement, mais vous voyez bien que ça continue d'augmenter, ce qui confirme encore une fois là le besoin des entreprises de plus de flexibilité et de plus d'embauche. Et là, par contre, en 2021, ce qu'on avait vu un petit peu en fin 2020, c'est que le nombre de recrutements continue d'augmenter. Et là, on a nos partenaires qui sont plutôt les job boards, nous confirment qu'il y a autant d'offres d'emploi qu'avant le confinement. Par contre, ce sont des offres d'emploi qui concernent plus particulièrement des métiers opérationnels, des cols bleus, des gens avec des profils moins de diplômes et que les recrutements plus exécutifs ou cadres CDI, il y en a beaucoup moins qu'avant le confinement. Et donc, ce qui confirme bien évidemment une pénurie de talents là, et ce qui force les entreprises à trouver des solutions pour pouvoir recruter en urgence. Alors, pour compléter la présentation d'Antoine sur le contexte dans lequel l'étude était menée, les profils des gens qui ont répondu, c'est une grande majorité des gens qui sont issus des RH. Pour la plupart, ils ont quand même 10 ans d'expérience, donc c'est comme des gens chevronnés qui ont du recul et qui connaissent bien les problématiques du recrutement. Alors, sachant que dans l'étude, il y a quand même 15% des répondants qui sont des managers, ce qui montre aussi une tendance de plus en plus émergente, c'est-à-dire les managers vont être partie prenante du recrutement parce qu'ils sont les garants du bon fonctionnement de leur service. Après, on a la chance d'avoir tout type d'entreprise, c'est-à-dire tous les secteurs confondus ont répondu, si vous voulez, à l'étude. Et dans l'échantillonnage, on a à peu près 53% des gens qui ont répondu qui sont dans les structures de plus de 500 salariés. Alors là, Nicolas, tu vas nous parler un petit peu des enjeux qui ressortent et des réponses qui ont été données par les répondants. Alors, il y a des chiffres qui sont très, très intéressants là, qu'on va mettre un peu en avant. Quand on parle recrutement en urgence, on se rend compte que ce sont toutes les entreprises qui, à un moment donné dans leur existence, ont été confrontées à ce phénomène. Et quand on rentre un peu dans le détail, on s'aperçoit qu'il y a quand même 2 tiers des entreprises pour qui le recrutement en urgence c'est un enjeu quotidien ou voire très régulier. Alors, on a cité les principaux cas de figure qui font qu'on va recruter en urgence. Donc, c'est typiquement le pic d'activité, je suis en fin d'année, mes clients me passent commande. Alors, je pense à la logistique avec Amazon qui, chaque année au moment de Noël, va recruter massivement pour renforcer ses entrepôts logistiques. On a le cas de figure beaucoup plus, si vous voulez, classique et fréquent, qui est j'ai un salarié qui est absent, il faut absolument que je le remplace. Donc là, je pense typiquement au secteur du médico-social, où par exemple, un hôpital dans son service doit avoir non seulement un nombre minimum de salariés, et en plus avec des compétences bien précises. Après, pour ce qui est du recrutement pénurique, on mettrait plutôt en avant l'hôtellerie-restauration. On entend souvent à la presse aujourd'hui, à la radio, dans les médias, des restaurants et l'hôtellerie qui ont du mal à recruter, qui manquent de main-d'œuvre et qui font beaucoup d'efforts pour justement essayer de rendre le métier beaucoup plus attractif. Et alors après, l'impossible d'anticipation, alors là, ce qu'on va parler, c'est plutôt d'incertitude économique. Alors là, c'est pas tous les secteurs confondus. Alors, on pourrait parler aussi du retail, ou on pourrait parler aussi de l'industrie, par exemple, qui sont des domaines dans lesquels, où en fait, comme les entreprises ne savaient pas comment la reprise allait se faire et avec quelle vigueur et à quelle fréquence, on préférait, si vous voulez, recourir à de la flexibilité, c'est-à-dire employer des personnes pour lesquelles éventuellement il est possible de mettre rapidement fin à la période d'essai. Voilà, juste Nicolas, en plus de la pénurie de main-d'œuvre pour la période de Noël, il y aura également une pénurie de cadeaux cette année, donc voilà, ce qui ne va pas forcément arranger les choses. Alors, on a été surpris par certaines réponses, puisque, puisque là, on s'aperçoit qu'il y a quand même
une différence de réponse entre les gens qui sont satisfaits du recrutement dans leurs organisations et ceux qui sont insatisfaits. On voit que parmi les insatisfaits, la majorité est composée d'opérationnels et de managers qui justement ne peuvent pas en fait assurer le service ou la production dans leur magasin ou dans leur usine, sur leur ligne de production. Alors que les RH, eux, ont un sentiment de satisfaction beaucoup plus fort dans les réponses. Il y a une autre aussi statistique qui ressort de cette étude, c'est que dans les organisations centralisées où tous les besoins de recrutement donc, sont gérés par une équipe, potentiellement à Paris, qui reçoivent des centaines d'emails ou de coups de téléphone de tous les managers sur les sites en France, ben là, ça fait un peu goulet d'étranglement. Et donc, parfois, ce type d'organisation-là génère des frictions, notamment aux opérationnels, et donc un sentiment d'insatisfaction. Alors que des organisations décentralisées, où on donne la capacité donc au chef d'équipe ou au manager en local de pouvoir recruter son personnel, ce qui permet de faire de la cooptation, par exemple, de recevoir les CV ou les gens directement à la sortie des entrepôts, et ben, ça permet aussi là de pouvoir être beaucoup plus réactif. Là, on est dans un monde, là aussi encore, dans le monde du travail, où il faut aller de plus en plus vite et il faut aller chercher les candidats où ils sont. Et ils ne sont pas surtout toujours sur les job boards. Et donc, il faut fluidifier ce process. Et donc, ça ressort très clairement dans l'étude. Là encore, Nicolas, pourtant, on voit que 71% sont satisfaits, mais comment ils calculent cette satisfaction? Là encore, c'est une réponse assez originale. Alors, pour aller dans ce que tu dis, Antoine, en fait, on a beaucoup de RH qui, globalement, estiment que leur processus de recrutement est efficace. Pourtant, quand on leur pose la question, mais comment vous le mesurez? Quelles sont les démarches que vous initiez pour vérifier que le processus fonctionne correctement? Et ben, en fait, ils ne sont plus que 36% à le faire et 64% à ne pas le mesurer. Donc, sur je dirais, les populations RH qui, en fait, mesurent leur recrutement, on retrouve trois principaux KPI, qui sont trois principaux indicateurs. Alors, le premier, c'est le taux de turnover, c'est-à-dire aujourd'hui, lorsqu'un salarié rentre en poste, combien de temps il va rester au sein de l'entreprise. Ensuite, le second critère, c'est le taux de validation des périodes d'essai. Et le troisième critère, c'est la durée de recrutement. Et en fait, lorsqu'on a interrogé Acton sur la pertinence de ces critères, il nous est typiquement le recrutement en urgence, qui est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Le deuxième KPI, en fait, n'est pas forcément, si vous voulez, véritablement pertinent. Donc, en fait, la question qui se pose, c'est si on n'est pas en capacité de mesurer les questions de recrutement, de manière générale, comment on va être capable, si on fait un zoom sur la partie en urgence, de le faire efficacement? Alors, bien sûr, on a voulu pousser un petit peu la réflexion plus loin en demandant, mais aujourd'hui, si vous ne le faites pas, pourquoi? Alors, la grande majorité des cas, c'est plutôt un manque d'outils. Ensuite, il y a un manque de moyens financiers. Et puis, dernier critère avancé, c'est le manque de temps. Alors, tout est lié, hein, bien évidemment, puisque quand on n'a pas forcément de moyens financiers, on ne peut pas s'outiller. Et si on manque d'outils, eh ben, on ne peut pas justement calculer l'efficacité de son recrutement. Et donc, tout est manuel. Et donc, c'est une énorme perte de temps pour les RH. On a également, justement, pour donner suite à ça, par rapport aux problématiques RH, on a posé la question, hein, quelles étaient les principales problématiques RH de l'entreprise. Alors, il en ressort assez visuellement 4 grands thèmes. Donc, le manque de candidats, l'intégration de nouveaux collaborateurs, l'attractivité des missions et l'absentéisme. Et comme le disait Nicolas, eh ben, tout est lié sur la partie recrutement. Et on voit que les problématiques qui ont eu le moins de réponses sont plutôt les dossiers RH incomplets, des données administratives et où le respect du cadre réglementaire. Alors là, c'est encore une fois très, très surprenant, puisque à chaque fois qu'on a l'occasion, donc au quotidien, d'interagir avec nos amis des ressources humaines, la partie RGPD, compliance,
ce sont des sujets dont ils sont très sensibles et qui parlent au quotidien. Mais visiblement, alors soit ils sont déjà très bien équipés, mais c'est pas du tout enfin, ce n'est pas du tout ressorti dans notre étude. Et ce qui ressort vraiment, c'est ce manque justement de candidats et comment on donne un petit peu de visibilité aux missions, aux métiers à travers notamment de la marque employeur, on en parlera plus tard, pour pouvoir en fait gagner cette guerre des talents et permettre aux managers d'avoir assez de personnes dans l'équipe pour travailler. Donc, comment sont organisés? Donc là aussi, on a posé la question, hein, comment était organisé le recrutement au sein de vos organisations, Nicolas? Alors, pour aller plus loin, si vous voulez, sur le déroulé du recrutement, en fait, on a identifié avec nos répondants 4 étapes dans le processus RH. Et en fait, on a cherché à comprendre, par exemple, lorsque on part du besoin, on définit un besoin en recrutement, on va se rendre compte que majoritairement, ça vient des opérationnels, du chef d'équipe, mais dans cette entreprise, il y a aussi la partie RH qui, elle aussi, va concourir aux besoins. Voilà. Qu'est-ce que je recherche, quel profil, quelles sont les compétences demandées. L'étape 2, c'est la recherche du candidat. Alors, quand je lance une recherche, on pourrait penser que c'est plutôt l'apanage du service RH, et pourtant, le chef d'équipe ou l'opérationnel va être partie prenante, avec une proportion assez importante. Alors, je vous donne un exemple très simple. Le retail, lorsque vous allez en magasin et que vous faites vos courses et que c'est seulement des soldes, les magasins vont devoir renforcer leurs équipes. Et donc, c'est plutôt la responsable de magasin qui va être à la fois au départ à l'origine du besoin, mais qui va faire même son propre recrutement, parce que pour des questions de délai et je dirais, d'efficience, c'est elle qui va tout prendre en main. Donc, une fois que le candidat, on l'a trouvé, il va falloir qu'on le valide. Donc là aussi, on voit que quand même la partie opérationnelle a quand même son mot à dire sur le processus, bien que le service RH aussi peut intervenir dans le processus. Et le dernier point, et qui n'est pas non des moindres, on a toute la partie, si vous voulez, génération du contrat de travail, où là, c'est souvent le service gestion du personnel qui reprend la main. Et en fait, ce constat, ça montre qu'il y a en fait toujours une interaction étroite entre les opérations des services RH ainsi que le service paye. Et en fait, la question qu'on se pose, ce qu'on voit nous concrètement chez Pixi lorsqu'on est consulté par nos clients, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'allers-retours entre les RH et les opérationnels, que c'est souvent des process qui vont être chronophages et qu'au final, il peut y avoir aussi un impact sur la durée du recrutement. On en parlera plus tard, mais vous verrez que c'est quand même tout est lié. Donc la durée du recrutement, la marque employeur, parce que forcément un recrutement qui est un peu trop long, ça peut être impactant en termes d'image, et puis surtout la conformité légale. On en parlera tout à l'heure, mais vous voyez que la conformité légale, qui est le fait de pouvoir discuter d'un contrat avant le démarrage de la mission, c'est de très important. Oui, Nicolas, juste pour compléter ce que tu disais, alors ça ne se voit pas forcément sur le graphe, mais dans notre quotidien avec les organisations qui nous racontent, c'est vrai que comme tu le disais dans le retail, il y a encore beaucoup de gens qui viennent déposer un CV en magasin, en local, et ça, les RH n'ont pas cette présence en local, c'est l'opérationnel, donc c'est vraiment eux qui reçoivent les candidats donc les CV papier, encore une fois, hein, les gens déposent des CV. Et sur la partie édition du contrat, là aussi, c'est souvent géré par les RH parce que c'est eux qui ont l'expertise notamment juridique. Et quand cette production de contrat est trop lente, pardon, comme tu le disais dans la santé, eh ben, les candidats n'attendent pas de recevoir leur contrat et acceptent une autre mission dans une autre clinique ou un autre hôpital. Donc voilà, ça peut être très très problématique, les allers-retours et ces éléments de friction entre les opérationnels et les RH. Et alors tu parlais justement de ces recrutements trop longs. Oui, alors, tout à fait. Alors, aujourd'hui, les répondants sont à 66% d'accord pour dire qu'aujourd'hui, le délai de recrutement est trop long. On a 33% des répondants qui disent que le délai de recrutement dure plus d'un mois. Alors, ce n'est pas sans incidence, si vous voulez, sur le recrutement.
Aujourd'hui, il y a une tendance qui est très forte et que toi, Antoine, tu nous lis souvent, c'est qu'en fait, le candidat, il devient consommateur. C'est-à-dire que pour lui, si le recrutement n'est pas suffisamment rythmé, si n'est pas suffisamment rapide, il va décrocher. Et transparent. Voilà, et donc il va décrocher, on va le film de ghosting. Alors, bien sûr, la question qui se pose, c'est pourquoi ce process est trop lent? Quelles sont je dirais, les raisons? Alors, on a déjà parlé tout à l'heure, c'est peut-être le manque de coordination entre les différents services. Ça peut être tout simplement le fait qu'aujourd'hui, je suis sur un secteur qui n'est pas forcément attractif, du fait que peut-être que les gens ont une mauvaise image ou une image un petit peu dépasser mon activité et que je vais attirer peu de candidats. Ça peut être aussi le manque d'outils. Donc voilà, donc aujourd'hui, un recrutement qui est trop long, potentiellement, c'est moins de candidats et forcément, si ces candidats décrochent, eh bien derrière, ce n'est pas forcément une bonne image de marque pour l'entreprise. Et donc pour réduire ces recrutements, on a également encore une fois posé la question pour savoir, quels étaient selon, vous donc, qui ont répondu à cette, étude, les axes d'optimisation. Et donc on voit que là encore une fois, c'est assez clair, c'est, d'optimiser les canaux de recherche. Pourquoi? Parce que parfois dans des organisations, par exemple je vais prendre la restauration, collective, il est plus facile de recruter quelqu'un qui a déjà travaillé chez nous, par exemple au mois de septembre sur un autre site, et de le reprendre pour un site B à 20 kilomètres que de recommencer le process à zéro en republiant une annonce, en resélectionnant des CV, en faisant des entretiens. Donc voilà, souvent on a des viviers de candidats, on le verra aussi plus tard, où il y a des canaux qui sont plus optimisés que d'autres. Par exemple, potentiellement, vous avez pas un site internet qui est optimum, ou alors vous postez les offres d'emploi sur les mauvais job boards, alors que vos concurrents, eux, trouvent facilement le même genre de profil, mais sur un job board beaucoup plus adapté. Donc là, clairement, il y a un, un axe d'amélioration sur les canaux. Comme le disait Nicolas, les processus internes, donc entre les opérationnels et les RH, souvent les RH nous disent ben, on envoie des CV et en fait les managers ne nous donnent jamais de réponse sur ces CV ou ne rappellent pas les candidats pour poursuivre et faire les entretiens. Donc là encore une fois, il faut justement fluidifier pour exactement savoir qui fait quoi à quel moment et raccourcir ce délai et permettre aux candidats justement de leur donner les réponses dans le bon timing. On en parlait, mais la gestion administrative est également importante pour dématérialiser aussi les échanges de documents pré-embauche. Aujourd'hui, c'est très compliqué de demander à des candidats de se déplacer quand pendant un an et demi, là, on a fait des entretiens en visio, tout le monde a vraiment commencé à adapter les technologies digitales pour échanger avec les gens sans forcément avoir à se déplacer, à imprimer ses documents. Aujourd'hui, on peut partager sa carte d'identité ou son diplôme directement à travers le téléphone. Donc voilà, et donc encore une fois, ces trois axes-là sont très importants et ressortent principalement. On a également donc demandé, en plus de ces axes d'amélioration, quels étaient les projets RH à court terme qui avaient été entrepris. Et là, encore une fois, sur les projets RH donc à court terme, donc 6 mois, 1 an qui ressortent, encore une fois, les RH désirent justement s'équiper d'outils pour solliciter beaucoup plus vite les candidats, créer des viviers qualifiés de candidats. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez une liste de CV dans un fichier sous votre ordinateur ou dans un fichier Excel, est-ce qu'il est à jour? Est-ce que vous pouvez vous le partager dans l'organisation? Est-ce que vous pouvez vraiment le traiter? Non, il faut vraiment là un outil pour pouvoir justement avoir un vivier qui est qualifié, qui est à jour, notamment avec les disponibilités, pour pouvoir optimiser cette CVTech et vous permettre de recruter rapidement. Encore une fois, le processus de recrutement, ben là, ça fait partie aussi de s'équiper pour pouvoir fluidifier les différentes tâches entre les managers, les chefs d'équipe, les RH ou les contrôleurs de gestion potentiellement pour valider les recrutements. Et sur toute la partie notamment onboarding et communication avec les nouvelles ressources. Donc là, ça ressort assez clairement. Alors, juste compris ce que disait Antoine, c'est qu'il y a quand même une chose assez intéressante, c'est la partie conformité légale qui est quand même très importante et aujourd'hui qui ne ressort pas du tout les priorités au sein de l'entreprise. Alors, c'était aussi ça
un constat qu'on avait fait chez Pixid, sachant bien sûr que, comme tu disais Antoine, hein, le process de recrutement, si on peut le simplifier pour que le process soit plus rapide, c'est quand même très important. Au niveau de l'onboarding, on constate trop souvent dans les entreprises, c'est les RH qui nous le disent, hein, qu'il y a une déperdition de candidats, bien sûr, avec tout ce qui peut être impactant en termes de marque employeur. Et puis derrière, c'est comment je vais communiquer sur le plan RH pour valoriser mon métier, mon activité et attirer susciter des vocations. Voilà, donc ça, c'est quand même des sujets sur lesquels aujourd'hui on vous sent profondément mobilisé. Alors, justement, par rapport à toutes ces problématiques, on va voir un petit peu quels sont les moyens qui sont soit déjà mis en place, soit à mettre en place. Et alors, le premier qui ressort aussi assez massivement dans les résultats, c'est la mise en place d'un vivier. Alors, je posais la question à notre RH chez Pixid, qu'est-ce qu'elle entendait, elle, par vivier. Elle me dit, en fait, c'est un espèce de bac à poissons où quand j'ai besoin justement de ça, je l'utilise tout de suite. C'est quand même la métaphore est assez pertinente, mais justement, c'est un vivier de candidats. Donc là, on s'aperçoit que beaucoup d'entreprises l'ont fait, mais de manière complètement différente. Je le redis, hein, à travers des bases de données ou des fichiers Excel ou des CVTech, et on s'aperçoit, encore une fois, très peu l'ont fait à travers un ATS de manière structurée, partagée à travers l'entreprise. Si les CV, ils sont uniquement connus des RH, en fait, les opérationnels ne peuvent pas aller voir les candidats qui correspondent à leurs besoins, notamment quand c'est du recrutement en urgence, et ne peuvent pas contacter directement le candidat. Voilà, il y a encore une fois des gros silos dans l'organisation. Et donc qui empêche justement de fluidifier cela. Alors, pour reprendre ce que disait Antoine par rapport à cette slide, si on fait un petit focus sur la partie fichier Excel, moi j'ai connu des clients qui me racontaient que le matin, il leur manquait une personne dans leur équipe pour des marines de production. Et la méthode de recrutement, c'était je prenais mon fichier Excel et j'appelais les candidats potentiels un par un. Alors, vous imaginez le temps passé et le peu d'efficacité. Et sur la partie CVT, qui est très intéressant, c'est que de plus en plus, maintenant, on recrute sans CV. Parce qu'il y a des gens qui, concrètement, sur un centre de postes, de profession, ne sont pas du tout à l'aise à l'écrit. Et même lorsqu'ils écrivent un CV, il y a des compétences qui ne ressortent pas. Et c'est pour ça que nous, on estime chez Pixid que l'ATS, par exemple, avec des outils comme le parsing ou le matching, vont permettre d'aller peut-être chercher des compétences qui ne sont pas forcément visent dans un CV classique et qui permettent de trouver la perle rare qui fait défaut sur le poste. Et notamment là, quand tu dis ces profils-là qui n'ont pas forcément de CV, mais qui ont potentiellement déjà travaillé dans votre organisation et qui ont une évaluation de la mission passée. Et si la personne a une bonne évaluation, ça vous permet justement de le recruter les yeux fermés et de répondre à un autre besoin sur un autre site ou dans une autre équipe pour un travail un petit peu similaire. En plus du vivier, souvent les entreprises s'équipent de portails salariés. Donc c'est un portail qui permet d'échanger de l'information avec les ressources. Et donc là, on voit que le taux d'équipement est assez intéressant, hein. 71% des entreprises utilisent un espace personnel. Par contre, 75% de ces espaces n'offrent pas la possibilité de déclarer les disponibilités des candidats. C'est-à-dire que ces portails-là, aujourd'hui, ont un focus principal qui est uniquement la dématérialisation administrative, c'est-à-dire partager la carte d'identité, partager un bulletin de paye. Mais ces portails-là ne permettent pas aux entreprises de recruter. Pourquoi? Parce que des fonctions de base comme justement la gestion des disponibilités ou des évaluations ou des missions passées, d'avoir tout cet historique-là, ne permet pas aux RH ou aux opérationnels de trouver un candidat qui pourrait potentiellement répondre à une mission en urgence pour demain matin et ne permettent pas de se mettre en relation avec lui pour lui envoyer justement un SMS ou un email en disant tiens, est-ce que tu es disponible? Est-ce que la mission t'intéresse pour la semaine prochaine? Et avec une interaction fluide. Donc ces portails-là restent encore une fois beaucoup trop administratifs. Ils sont beaucoup trop limités dans leurs fonctions. Alors, pour reprendre ce que je disais, en fait, c'est très intéressant. Nous, on le constate aujourd'hui, c'est que dans le recrutement en urgence, le délai moyen de recrutement en moyenne, c'est une journée.
Donc, en une journée, il faut trouver le bon candidat et malheureusement, souvent, dans un fichier Excel, les données ne sont pas à jour. Donc, du coup, pour joindre la personne, ce n'est pas forcément toujours évident. Et le premier critère qui est vraiment stratégique pour un recruteur, c'est la disponibilité du candidat. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de portails qui, malheureusement, ne proposent pas cette possibilité. Et du coup, il y a une déperdition d'efficacité en termes de recrutement parce qu'on va multiplier les points de contact, les appels, les démarches pour enfin trouver le bon candidat qu'on pourrait en fait le savoir en temps réel. Oui, alors là, encore une fois, la clé, c'est la collaboration. On parle beaucoup de recrutement collaboratif aujourd'hui. Le portail, aujourd'hui, il est utilisé que par les RH pour justement cette démat administrative. Et si le portail était utilisé aussi par les managers ou les chefs d'équipe, on pourrait justement avoir cette partie administrative qui est déjà validée côté RH et la mise en relation automatique par les managers avec les candidats, ce qui permettrait d'avoir une double utilisation et justement travailler de manière beaucoup plus collaborative et d'avoir moins un système qui est uniquement utilisé par les RH. Ce qui ressort également de l'étude, c'est le souhait d'une gestion unifiée des contrats courts. Alors, c'est un petit peu notre credo, nous, chez Pixid, avec cette notion de TTA, de Total Talent Acquisition. On s'aperçoit, et ça, c'est vraiment notre quotidien, dans les grandes organisations, qu'il y a des équipes RH qui vont uniquement gérer les achats d'intérim. Il y a des équipes RH qui vont gérer les alternants, le recrutement des alternants. Il y a d'autres personnes qui vont gérer les recrutements de CDI, d'autres qui vont gérer les recrutements de CDD. Et donc, en fait, quand on leur pose la question, mais combien vous avez de CDD ou combien vous avez de CDI ou combien vous avez d'intérimaires, en fait, personne dans l'organisation n'est capable de répondre, puisqu'en fait, ils utilisent, c'est des équipes différentes, mais ils utilisent également des outils différents. Donc, il n'y a pas du tout d'aspect de reporting, notamment global, et de vision globale. Donc ça, c'est assez problématique. Alors que le besoin est le même pour un manager quand il a besoin d'un cariste ou d'un comptable pour le mois prochain et préparer le reporting au mois de janvier. Peu importe si le contrat c'est de l'intérim, si c'est du CDD, si c'est un auto-entrepreneur, voilà, le principal pour lui et pour l'organisation, c'est d'avoir la bonne qualification au bon endroit. Donc, il y a vraiment une tendance là qui commence à s'accélérer, qui n'était pas du tout comprise par les organisations, mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il est de plus en plus pertinent pour les organisations d'avoir une gestion unifiée. Alors, pas forcément toujours d'avoir un système qui fait tout, mais au moins d'avoir des systèmes qui communiquent aussi de plus en plus et qui permettent aux organisations d'avoir une vision globale. Alors, pour ouvrir un petit peu justement par rapport à cette nouvelle organisation, on voulait un petit peu vous donner notre idée, notre conviction. Aujourd'hui, vous avez la capacité de solliciter plusieurs niveaux de recrutement. Bien évidemment, vous avez la mobilité interne, donc c'est ce qu'on appelle là ici l'interne direct. Vous pouvez utiliser votre CVTech. Vous pouvez ensuite avoir de l'interne indirect, c'est-à-dire des gens qui sont en cooptation, qui sont connus de l'organisation un peu plus loin, des CDD qui ont déjà travaillé chez vous. Et ensuite, il y a tous les recrutements externes, c'est-à-dire quand vous allez recruter des gens que vous ne connaissez pas de l'organisation, et c'est potentiellement également des intérimaires qui sont fournis par des entreprises de travail temporaire ou alors des candidats qui sont fournis par des agences d'emploi. Et quand un manager donc, fait face à une difficulté, à un besoin de recrutement en urgence, ça peut être le matin ou ça peut être le vendredi soir, en fait, lui, il va avoir la visibilité des gens de son équipe qui pourra potentiellement dépanner ou de l'équipe qui est à côté. Il peut également avoir 2-3 numéros dans son téléphone quand il est dans un secteur comme le BTP ou la restauration ou la santé, de gens qui peuvent dépanner. Et ensuite, il travaille avec ces 2-3 agences en local de sa ville qu'il connaît bien et qui peut également appeler pour leur fournir en urgence des candidats. Le problème, c'est que ce manager-là ou ce chef d'équipe n'a qu'une vision partielle de toutes les possibilités que son organisation a
de lui trouver une solution. Et on s'aperçoit en fait que ce besoin de recrutement, il est partagé par d'autres managers, hein, bien évidemment, dans l'organisation, qui ont eux également des numéros dans leur téléphone, qui ont des CV sur leur bureau, qui ont également un fichier Excel avec des personnes connues, avec des évaluations, mais qui gardent pour eux. Et puis également, il y a tout le réseau externe qui n'utilise pas forcément, mais qui pourrait également l'aider à retrouver. Et donc, ces organisations-là ont bien évidemment un intérêt, justement, à s'équiper pour pouvoir optimiser justement cette recherche, partager l'information. On parle de data aujourd'hui, hein, mais la data, c'est hyper important. Et plus la donnée, elle est collaborative, elle est qualifiée, elle est partagée, et mieux elle est utilisée. Et donc là, c'est hyper important justement d'avoir cette vision globale à 360. Alors, c'est pas forcément le même outil, hein. Vous pouvez avoir des outils différents qui vont gérer à chaque fois les différents niveaux de recrutement entre l'interne indirect et l'externe. Mais en tout cas, c'est très important pour les organisations de ne pas avoir des outils trop siloisés ou des informations qui ne sont pas partagées et qui pourraient en fait vraiment résoudre le problème du recrutement. Donc c'était un petit peu ça notre conviction chez Fixit, hein. Et, et donc là, Nicolas, est-ce que tu pourrais un petit peu nous conclure un petit peu ce résultat de cette étude, s'il te plaît? Alors aujourd'hui, je pense que la crise du Covid, en fait, ça fait ressortir beaucoup je dirais, dysfonctionnement des process. En fait, on a eu beaucoup de témoignages de nos clients qui nous disaient qu'en fait, le process RH avait été considérablement ralenti par le contexte Covid, et du coup, c'était l'occasion ou jamais de vraiment se repencher sur la manière qu'on pouvait améliorer, alléger, simplifier le process. Deuxième point, alors la data, aujourd'hui, on sait que c'est une mine d'or, que souvent, malheureusement, les données courant dans le système, elles ne sont pas forcément toujours les bonnes données ou actualisées. Et donc, du coup, l'important, c'est de pouvoir, en fait, reprendre ces données, les analyser, exploiter pour en tirer des enseignements. Et ensuite, le dernier point, l'efficacité des outils RH. Alors ça, c'est un sujet qui nous est souvent remonté par nos clients, c'est qu'aujourd'hui, il y a pléthore d'outils RH. Aujourd'hui, à la limite, on ne sait plus où donner la tête, tellement il y a de solutions. Et donc, l'idée, c'est peut-être pas forcément de se suroutiller, mais peut-être de repenser ses besoins, de développer peut-être 3-4 items ou, je dirais, directions sur lesquelles on souhaite se perfectionner, et à partir de là, s'équiper des outils qui soient vraiment réellement adéquats. Et puis, Nicolas, il faut aussi calculer, après la mise en place de l'outil, l'efficacité, non? Tout à fait. Alors ça, c'est souvent un sujet qu'on ne mesure pas forcément. Ce sont de ROI. Alors, il y a un point qu'on voit que je vais aborder, c'est notamment par rapport au chiffre d'affaires. Aujourd'hui, un collaborateur qui n'est pas recruté ou un poste qui reste vacant, c'est du chiffre d'affaires en moins pour l'entreprise. Parce que d'abord, le client qui vient, puis s'il n'est pas servi correctement, il va avoir la concurrence. Et la croissance des entreprises passe par un bondissement des équipes. C'est-à-dire que ce n'est pas tant le poste vacant, mais c'est aussi la capacité à se dire qu'il y a des périodes où je vais avoir besoin d'avoir plus de collaborateurs, parce que j'ai un pic d'activité, parce que j'ai une saisonnalité. Et parfois, j'ai des périodes où c'est plus calme. Et si je suis suraffectif, ce sont toutes mes marges financières qui vont être rognées. Donc, ces outils, si vous voulez, vont aider aussi les entreprises à mieux intégrer la flexibilité qui est maintenant quelque chose de plus en plus constant au sein des entreprises, quels que soient les secteurs qu'on aborde. Alors ça, c'est ton côté financier, donc tu vas être plus sensible au ROI financier, mais le ROI RH, hein, quand nous on s'adresse à des RH qui nous disent on manque de candidats, est-ce que la mise en place d'un ATS, est-ce que le changement du site carrière permet d'avoir plus de candidats par rapport au nombre
d'emplois qui ont été postés, par exemple, parce que ça peut être un premier problème. Aussi, avant, mon recrutement mettait 1 mois ou 3 semaines. Est-ce que maintenant il met plus qu'une semaine parce que les tâches sont bien réparties entre qui doit faire quoi, qui fait l'entretien et puis la communication avec les candidats. Voilà, c'est tout ça qu'il faut mesurer en fonction de vos problématiques, hein. Encore une fois, ça peut être le manque de candidats, ça peut être la qualité des candidats. Est-ce que vous les postez sur les bons job boards? Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi changer de canaux pour publier vos annonces? Voilà, tout ça, c'est hyper important pour quand vous investissez dans un outil, que vous ayez un ROI positif après. Et juste pour conclure, Antoine, on a même vu des clients qui avaient massivement investi sur des sites carrières qui promovaient de manière très efficace leur marque employeur, leur métier, tout l'intérêt de travailler en entreprise. Et au niveau du process de recrutement, là, forcément, ça ne suivait pas forcément en termes d'efficacité et de rapidité. Et donc, il y avait une grosse déperdition de candidats qui étaient déçus quelque part au niveau des entretiens. Donc, ces candidats, malheureusement, souvent, ils vont aller chez les concurrents. Et puis surtout, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, ils n'hésitent pas en fait à mettre des notes. Ils vont évaluer la qualité du process d'onboarding ou de recrutement. Et si la note n'est pas très bonne, en fait, quelque part, ça va desservir votre image de marque. Donc, quelque part, on arrive à la conclusion où les entreprises qui agissent massivement, et en fait, elles recrutent pour leurs concurrents. Oui, et juste encore une fois pour aussi conclure, c'est vrai que la transformation digitale a été un tsunami sur beaucoup de secteurs d'activité, comme l'hôtellerie, comme les taxis, comme les livraisons, toutes ces choses-là. Et c'est vrai que la partie un petit peu RH était encore une fois, hier, le parent pauvre, et était encore quelque chose de très géré manuellement, hein, à travers des fichiers Excel et tout. Et aujourd'hui, c'est vrai que les RH commencent de plus en plus à s'équiper avec un nombre l'écosystème RH aujourd'hui est quand même très, très, très large, avec des solutions pour un petit peu tout, comme tu l'expliques, Nicolas. Donc voilà, la transformation arrive et c'est le moment de s'outiller pour gagner en efficacité et permettre au RH d'aider l'organisation à grandir. Donc voilà, c'est un petit peu aussi ça notre conclusion et c'est un petit peu les conclusions de notre équipe. On a fini pour la présentation. On vous remercie de nous avoir écoutés et d'avoir écouté les résultats de cette enquête. Est-ce que ceux qui sont présents désirent poser des questions? Ou est-ce que vous avez des questions, des choses que vous voulez creuser, des choses qui ne sont pas claires? Vous avez la capacité également, si vous voulez creuser le sujet avec nous, de prendre un rendez-vous, donc soit avec Nicolas, soit avec moi, soit avec tous les deux. Si vous avez ce genre de problématique dans votre organisation, je vois aussi qu'il y a des gens dans des cabinets là, de consultants. Donc, si vous avez des clients qui ont ce genre de problématique et vous voulez un petit peu creuser sur ces expertises, n'hésitez pas. Donc là, il y a une question de Jonathan. Concrètement, comment est-il possible de pouvoir gérer tous les recrutements sur un même outil? Alors, clairement, c'est impossible, hein. Il n'y a pas de solution miracle. Par contre, aujourd'hui, quand vous avez des besoins qui sont un peu similaires ou complémentaires et que vous utilisez 3 outils qui ne se parlent pas, qui ne partagent pas la même base de données, ou c'est 3 équipes différentes, où vous ne pouvez pas optimiser, comme le disait Nicolas, cette data, il y a des axes d'amélioration. Après, est-ce que vous choisirez uniquement un seul outil à la fin ou pas? C'est quand même très compliqué aujourd'hui d'avoir un outil qui fait tout, hein, du sol au plafond. On est plutôt dans des outils, ce qu'on appelle best of breed, hein, niche. Mais encore une fois, il faut que votre SIRH soit cohérent et vous permette justement, quand il y a une demande, de savoir est-ce que c'est ce canal-là ou cet outil-là qui va me permettre de trouver le meilleur candidat? Est-ce que je vais d'abord aller voir dans mon vivier, dans ma CVTech, et dans un deuxième temps, si j'ai trouvé personne, là, je passe à un outil qui va me permettre de diffuser les annonces ou qui va me permettre d'envoyer ces besoins à des agences de travail temporaire. Voilà, c'est vraiment cette cohérence qu'il faut garder, que ça soit fait dans un seul outil, pas forcément, mais en tout cas que le process de recrutement passe d'outil en outil pour trouver le meilleur moyen et permettre à l'entreprise de recruter, ça, oui. Pour rejoindre ce que disait Antoine aussi, c'est qu'en fait, je pense que l'enjeu, c'est d'abord définir le process de recrutement.
Aujourd'hui, voilà, c'est important aussi de définir quels sont je dirais, les enjeux, quels sont les items. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'hésite pas à demander à nos clients de se faire accompagner dans les cabinets, parce que s'il n'y a pas de cahier des charges clairement défini, vous allez investir sur de l'outil et ce n'est pas forcément la démarche la plus efficace. On vous remercie encore une fois de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, n'hésitez pas à relayer ou à nous contacter si vous avez envie de creuser ces sujets-là avec nous. On aura le plaisir aussi de faire d'autres enquêtes avec Acton, plutôt sur la partie BPO en 2022. Donc, je fais un petit peu de teasing. Donc, si vous voulez aussi faire partie des répondants, on va débuter cette enquête début 2022. Et puis, voilà, n'hésitez pas encore une fois à prendre contact avec nous et on vous remercie encore pour votre attention. Bonne journée à vous. Au Au revoir. revoir.